Salut les baltringues. Y'a quelqu'un qui peut me faire un café ici? Toi. La journée qui commence super bien, quoi. Quoi? Je sais, c'est pas la forme, c'est d'ailleurs pour ça que je en répète. Pour une fois. Hein? Tu vas pas te plaindre. J'ai pas le droit d'avoir des jours sans? Non? T'as pas des jours sans, toi, parfois? Non? L'équipe. Écoute-moi bien, Calimero. Tout à l'heure, on va tourner. T'as intérêt à dégager des ondes plus positives. Ok? Quoi? Ouais, je confirme, ça tourne, là. Alors, ce que vous venez de voir par accident, dites-vous que c'était l'année 2020. Voilà, dans toute sa splendeur. Et que ça, c'est l'année 2021. Ouais. On est d'accord. Enfin, 2020, année bien pourrie, je pense que tout le monde est d'accord ici. À 99%. Quel est donc ce 1%, vous demandez-vous? Si. Eh bien, pour le savoir, on ne bouge pas pendant le jingle. Salut à toi, ami cinéphile, tu es sur Faux Metal Critique. Je suis Al, le critique de Metal Plein, et à ma droite se trouve Claudius, mon fidèle compagnon d'infortune. La fin du monde n'est pas encore arrivée et les salauds dorment en paix. Aujourd'hui, mon top 10 de l'année 2020. Petite remarque préliminaire, l'année 2020 a quand même été suffisamment pourrie pour que je ne trouve pas plus de 9 films, parmi ceux sortis en France dans l'année, méritant à mon sens d'intégrer ce top. Aussi, ai-je été obligé de recourir à... Ça fait mal. Un film pas encore sorti chez nous. Ouais. Une trahison de tous mes principes. C'est gentil, Coco. Oh, et pour finir, petit changement par rapport à mon précédent top. Chaque chapitre de celui-ci commencera par un court résumé écrit du film. Parce que j'en ai marre que nos jeunes, ils lisent plus rien. Voilà. Tout fout le camp, j'ai mes principes. Commençons tranquille, local, avec le petit film Play d'Anthony Marciano. On a vu moins ambitieux, comme vous avez pu en juger par le pitch, puisque ce n'est rien de moins que 20 ans de compilation de moments de la vie du héros qu'il a enregistré sur divers supports, de l'analogique au numérique, censé former un tout, au final, censé former un film, avec un début et une fin. Voilà. Et on a vu moins réussi aussi, sur pratiquement tous les plans, y compris formels et logistiques. La plupart des enregistrements seront contextuellement justifiés, ce qui est déjà un accomplissement en soi, et l'ensemble sera impeccablement agencé. Ok, je vais y aller chronologiquement. Premier acte avec les mômes au début des années 90, sensationnel, restitution de l'expérience intime de millions de cinéphiles de cette génération, encore plus soignée et inventive que le 90s de Jonah Hill. Second acte dans les années 2000, un peu moins convaincant, notamment à cause d'un protagoniste un chouïa moins bien incarné et d'une écriture un peu moins inspirée. Mais quand vient le troisième, dans les années 2010, ça fonctionne de nouveau du tonnerre, notamment parce que Max Boulet Bill sortira enfin de son personnage d'adolescent un peu redondant sur les bords, pour nous conduire vers un dénouement amoureux sérieux qui satisfera dans l'ensemble et fera sens dramatiquement. Au bout du compte, ce groupe de copains sonne vrai, c'était l'essentiel à atteindre, parce que tout ce qu'il voulait exprimer, je parle du film, intellectuellement, tenait dramatiquement à ça. Tout ce qu'il voulait dire de très juste sur cette insensée capacité de la jeunesse à ne pas être consciente d'elle-même, et sur l'impitoyable mécanique de fabrication et de destruction souvent discrète des liens d'amitié. Et bien sûr, au cœur de ce foutoir émotif, à cheval même sur 2 des 3 époques, on trouve la toujours parfaite Alice Isaz, lumineux objet de l'affection du héros, et de la mienne aussi.
Je vais être un peu mélodramatique, mais pour moi, elle incarne le souvenir éternellement vivace de cette fille qu'on a tous aimée au lycée. Enfin, je parle de The One. Parce qu'il y en a eu peut-être eu plusieurs dans votre cas, ça m'en regarde pas. Bref, Play, film qui s'adresse avant tout à ma génération, celle des années 80, qu'il ensevelira sous la nostalgie, hein, voilà. Mais dont le propos sur le temps qui passe parlera à quiconque est assez âgé pour avoir vu un minimum de temps passer. Alors, c'est japonais, ça parle de l'apprentissage de la cérémonie du thé. Un néophyte pourrait croire qu'il va s'emmerder, ce serait se gourer. Dans un jardin qu'on dirait éternel, titre français hautement délirant d'un film originellement littéralement intitulé Chaque jour est un bon jour, voilà, je sais pas ce qu'ils ont fumé, est un film peinard. Discret, rafraîchissant, japonais, dans le bon sens du terme, pour ce que ça veut dire. Un drame familial près, il n'arrivera rien de spectaculaire à l'héroïne, juste son attachement à ne jamais cesser d'être elle-même, le plus en harmonie possible avec ce à quoi cette fille sans histoire aspire. On aura un moment, une longue scène où la cérémonie sera pratiquée dans son entièreté, mais ce sera au cœur d'un film jovial, hein, dans l'ensemble, qui devra bien de ses nombreux moments d'humour au personnage de la sensei, joué par la légendaire Kiki Killin dans son ultime rôle au cinéma, à sa bonhomie irrésistible. Et de deux, ce moment d'ascèse ne fera qu'exprimer la beauté de l'instant où l'héroïne sera comblée, tout ce qu'elle cherche en fait. Le tout dans un emballage qui, s'il n'a pas la beauté formelle d'un film de Kawase, ne manquera jamais de grâce. Le message du film, c'est celui de son titre original. Sa force tranquille tient en bonne partie à la clarté de son discours sur la tradition, notion bêtement subversive chez nous, allez comprendre, alors qu'elle est le fondement des cultures, donc des peuples, donc des personnes, comme l'héroïne par exemple, qui trouve un sens à sa vie dans l'ordre, de la même manière que la forme rigoureuse de la cérémonie est ce dans quoi ses adeptes puisent leur spiritualité. Oui, parce que vous l'aurez compris, hein, dans un jardin, machin truc, est un film conservateur. Et j'attendais pas mal de ce nouveau Christian Petzold, qui m'avait retourné le cerveau en 2015 avec son fulgurant Phoenix, et qui s'est ici un peu éloigné du conte original de 1811, pour bâtir son film sur ce qu'en a fait au XXe siècle l'écrivaine féministe Ingeborg Bachmann. C'est-à-dire le conte, enfin une variante du conte, narré à travers les yeux de Londine cette fois-ci. Londine, esprit élémentaire des eaux dans la mythologie germanique, cherchant l'amour pour être pourvu d'une âme. Le réalisateur s'est inspiré, oui, mais il a cuisiné l'histoire à sa sauce, pour en faire quelque chose d'aussi intellectuel que sensoriel. Il a fait par exemple de son Ondine une jeune historienne spécialisée dans la ville de Berlin, à qui il a donné plusieurs longs monologues sur son histoire, l'histoire de Berlin, qui finissent par faire sens, parce qu'au début c'est un peu difficile, parce que la ville a été construite sur d'anciens marais, en fait. Et que ces marais figurent donc son monde à Londine, dont elle a été expulsée. Sa dimension de drame mythologique mise de côté, le film fonctionne magnifiquement en tant que simple histoire d'amour. L'homme que Londine originale tue parce qu'il l'a quitté est ici secondaire. Celui qui compte dans le film, c'est le scaphandrier Christophe. Parce que ce qui intéressait Petzold, en fait, c'est Ondine prenant son destin en main, en aimant. Ici, elle se trouve un autre mec, un pas vraiment du genre à la larguer, un qui n'est pas condamné par le mythe à la larguer, elle s'émancipe. Sur ce plan, ça marche merveilleusement. J'ai trouvé exceptionnelle l'alchimie entre les deux acteurs, Franz Rogowski et bien sûr Paul Abir, à la fois fascinante d'inaccessibilité et parfaite en fille dans l'homme et tout son monde. Autant dire que le film mérite amplement qu'on lui pardonne sa lenteur, parce qu'il prend son temps, malgré sa courte durée, pour s'imprégner plutôt de son atmosphère, de ses scènes sous-marines envoûtantes, valait mieux, et de son romantisme tragique. Au passage, romantisme tragique qui a de sans mal à transmettre le sublime concerto pour clavecin en ré mineur de Jean-Sébastien Bach. Rien à voir, rien à voir.
Rien. La suite, la suite. Alors, nous arrivons donc à cette fameuse exception inédite en France. Ah oui, oui, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il y a des films dont on sait que ce ne sont pas des chefs-d'œuvre, objectivement, pour ce que ça veut dire, mais pour lesquels on a un coup de foudre immédiat, sans qu'on puisse l'expliquer, ou à moitié, peu importe. Palm Springs, sans être un chef-d'œuvre, a quelques accomplissements à son actif. Le premier est d'avoir rappelé aux cinéphiles un peu blasés que le filon de la boucle temporelle n'est miraculeusement pas épuisé. Edge of Tomorrow avait montré qu'y ajouter un deuxième personnage fait toute la différence en termes de dynamique. Ça ne pouvait qu'être encore plus vrai pour une comédie romantique. Dans Un jour sans fin, Andy McDowell était complètement à la ramasse. Ça limitait un peu le personnage. Au passage, j'adore le film, mais elle, je l'ai toujours trouvé antipathique. Ici, le héros, blasé parce qu'il vit dans cette boucle depuis un sacré bail, autre originalité du film, se retrouve avec une nana pugnace qui, elle, refusera de vivre coincée. Dans le rôle du blasé Niles, Andy Samberg fait du Andy Samberg. Si vous l'aimez dans Brooklyn Nine-Nine, vous l'adorerez ici, jusqu'à un certain point dramatique où il montrera qu'il sait encore mieux faire, c'est-à-dire qu'il sait jouer. Mais c'est surtout la ravissante Christine Milioti, gaspillée par How I Met Your Mother, et ses grands yeux noirs qui remporteront la palme de la comédie. Leur extrême compatibilité rend aussi irrésistible la partie rom que la partie com. C'est très rarement neuneux, parfois sarcastique, toujours vif, toujours chaleureux. J'ai entendu un youtubeur américain le qualifier d'un jour sans fin avec des pina coladas. C'est exactement ça. Mais pas que. Le réalisateur Max Barbaco et son scénariste Andy Sierra, dont Palm Springs est le premier long métrage, je parle des deux, ont extrait du dispositif de la boucle un discours sur la responsabilité de sa propre vie et la beauté de l'instant présent qui fait de Palm Springs quelque chose de plus qu'une simple rom-com, un peu comme le très joli Il était temps, pour ceux qui l'ont vu. En gros, Palm Springs, film éminemment rematable, ce qui tombe plutôt bien pour un film qui parle de boucle temporelle. J'ai mes moments. Oh, et l'addition du légendaire J.K. Simmons pouvait pas faire plus adapté à cette épatante loufoquerie. Solide cru Pixar qui méritait une sortie en salle. Avertissement cependant, si vous vous lancez là-dedans en espérant vous poiler comme une mouette, évitez. Alors, vous rirez, notamment à l'apparition d'un certain chat mal luné qui, à mi-chemin, m'a fait penser « Ah, c'est un Pixar !» Mais Soul est une comédie dramatique dont la profondeur de la réflexion sur l'harmonie de l'âme dépasse de loin le nombre de gags. De très loin. C'était pas difficile à voir venir, il a été co-réalisé par Pete Docter, non, je ferai pas de jeu de mots à la con, à qui l'on doit la réalisation et le scénario des deux Pixar les plus matures, les magnifiques Là-haut et vice-versa, dont Soul peut d'ailleurs être vu comme un cousin spirituel. Je parle de vice-versa. Un cousin moins brillant, dois-je néanmoins préciser. Soul n'a rien du chef-d'œuvre qui est vice-versa, film qui parvient à être encore plus émouvant, tout en étant infiniment plus drôle. Puisqu'on est dans le négatif, toute la présentation du grand avant, l'espèce de monde des âmes, au début m'a fait assez peur, j'ai trouvé ça super laborieux, rien à voir avec l'aisance avec laquelle le vice-versa nous avait plongé dans son monde. Jusqu'à l'arrivée du personnage de 22, moment où Soul décolle avec la formation du duo. La suite et surtout le dernier acte, dont quelques scènes d'échanges familiaux, notamment entre le héros et sa mère, m'ont parlé, sont une grande réussite. Comme tous les classiques de Pixar, ou de Disney, la beauté du fond parvient à faire oublier la maestria technique, ce qui est quelque chose parce que là on a pourtant une direction artistique aussi inspirée que l'animation est parfaite. Il suffit de voir les scènes où le héros joue du piano par exemple. Alors j'ai parlé de réflexion, mais c'est pas comme si le film réinventait la roue. Qu'est-ce que Soul dit sinon que pour apprécier la vie, il faut savoir tirer du plaisir des choses les plus élémentaires, le soleil, le vent, le sourire d'un enfant. Voilà. Mais ce qui fait passer la pilule, en admettant qu'on ne l'avale pas volontiers, tout cynique qu'on est,
c'est la manière dont Docteur a écrit la chose, la manière dont c'est exprimé. Une manière qui donne au film une âme. Alors Saul aurait gagné à être un peu plus long pour développer proprement ses concepts et être un chef-d'œuvre, mais son cœur et la prouesse d'avoir rendu l'intangible un chouïa tangible lui suffisent à triompher. Un peu comme, le temps de sa conclusion, son optimisme même pas candide triomphe du pessimisme ambiant actuel. Non, c'est mieux comme ça. J'aurais difficilement pu passer à côté de ce film tant j'avais adoré les deux précédents de son réalisateur Rodrigo Sorogoyen, que sont l'impitoyable polar Que Dios nos perdone, ça se prononce comme ça j'imagine, un film détenteur d'un des antagonistes les plus haïssables de l'histoire du cinéma, rien de moins, et le virtuose thriller politique El Reino. Non, ça c'est italien. Si vous aimez le registre et avez loupé ce film-là, veuillez réparer séance tenante cette monumentale erreur. Que dire sinon que ce nouveau grand nom du cinéma espagnol a encore frappé. Moi, vu le pitch, je m'attendais à une intrigue où le mystère allait planer autour de l'ado. Est-ce son fils? N'est-ce pas son fils? Un peu comme ce film avec Michelle Pfeiffer, au cœur de l'océan, aussi profond que l'océan. Mais non, zéro mystère ici. Ce n'est pas son fils. Enfin, zéro mystère, sinon celui des sentiments de l'héroïne. Légèrement risqué. Sorogoyen et son actrice, extraordinaire Marta Nieto, s'impose d'entrée de jeu avec en guise d'ouverture un éprouvant plan séquence de 15 minutes, où l'héroïne entend la voix de son fils pour la dernière fois. Le reste du film sera plus posé, souvent en plan fixe, parce qu'en phase avec l'état de vide spirituel de l'héroïne, hors du temps, les yeux rivés à cette mère carnassière, incapable de faire son deuil, parce que voilà ce que représente en fait la mère, sauf lors de ses rencontres avec Jean, où la caméra se meut de nouveau, car Madré est avant tout une histoire d'amour, là aussi. L'héroïne n'est pas une stalkeuse, l'obsession sera réciproque, et les sentiments seront purs. En résulte un film à la fois ambigu et moralement irréprochable, parce que ce qu'il filme passionnément, c'est l'impossibilité d'une relation. Et cette pureté lui permet d'être tragique sans être négatif, c'est-à-dire déprimant. Madré, dont je louerai pour finir la langueur, qui m'a hypnotisé, envoûté 2 heures durant, n'est pas un film irréprochable, mais il a cette rare qualité d'être unique en son genre, donc imprévisible, donc une vraie expérience. Oh, en revanche, Lustucru, quand on parle à une nana qui, très clairement, ne maîtrise pas la langue, on ne parle pas de son daron, on ne bouffe pas la moitié de ses mots, on ne dit pas qu'on a envie de ken quelqu'un, qui que ce soit. Voilà, c'est un peu la base, j'ai envie de dire. Donc voilà, merci pour les suivantes. Un film très touchant que voilà, réalisé par l'américaine Lolo Wang, dont je n'ai vu aucun des précédents films. Elle en a pas fait des masses non plus. Mais dont je sais qu'elle est maquée au réalisateur Barry Jenkins. Pour la minute voici. De rien. Voilà. L'Adieu, c'est avant tout un film qui m'a surpris par la justesse des sentiments qu'il dépeint. Alors, on peut dire qu'il est un peu longué par moments, parce qu'il aurait gagné à être un peu moins bavard. Je pense par exemple au non-stop de la petite mémé de nos rêves qui abuse quand même parfois un peu, mais c'est raté n'entame rien de l'humanité poignante dont est pétri l'Adieu, sa pudeur, et Awkwafina, l'actrice principale, dont l'apparence un peu cartoonesque, épaules rentrées, démarche chaloupée, voix de fumeuse, qui l'aide à la base en tant que comédienne, décuple paradoxalement la force dramatique de sa performance. Il y a plein de moments très forts entre elle et son entourage, incarnés par une mosaïque de personnages tous impeccablement caractérisés, à commencer par le père joué par Tsima, le diabolique chinois de 24 heures chrono, faut pas l'oublier. D'autant plus que le mélodrame se double d'une réflexion très intéressante sur la légitimité de la tradition et la place de l'individu dans le collectif, occasionnant plusieurs beaux moments de choc culturel, avec l'opposition individualisme de l'Ouest et holisme de l'Est. Personnellement, je trouve l'épilogue un peu superflu, happy end artificiel parce que hors de la réalité du film, dont on avait tiré une émotion satisfaisante à ce stade, mais au moins ça rappelle qu'il vaut justement mieux ne pas prendre pour acquis les moments que l'on passe auprès de ses proches. C'est humain, c'est digne,
C'est surtout touchant de bout en bout sans sortir les gros violons, même si la réalisatrice accorde une importance considérable à la musique. Par ailleurs, très bien choisi. En somme, famille, aimez-vous. Autre grande surprise, cette fois-ci venue de Pologne. La Communion, c'est un grand film grave qui brasse tout un tas de sujets plus graves les uns que les autres, de la fragilité de la foi à la primordialité de la vocation, en passant par toute cette batterie de comportements plus ou moins borderline qu'autorise ou qu'est censé autoriser le deuil, le tout dans une économie de moyens qui rend assez humble. Humble comme sa petite paroisse baignant dans une lumière blafarde et désaturée. Attention, humble, mais à l'image du film, certainement pas austère. Alors, pour éviter tout malentendu, La Communion est tout sauf un film anti-religieux. Je veux dire, c'est un film polac. Sa subversivité est, disons, pondérée. Au fil du cheminement psychologique de son imposteur de protagoniste, il rappelle combien l'habit de prêtre peut transformer ce dernier en gourou, certes, mais aussi tout le bien qu'il pouvait faire, jadis, endossé par la bonne personne dans les sociétés traditionnelles, en jouant via la confession le rôle du psy, par exemple. Daniel, donc notre jeune psy improvisé, est un personnage fascinant, joué par un Bartosz Bielenia qu'il est à peu près tout autant, boule de nerfs que seule sa vocation semble pouvoir sauver. Il puise dans la lumière de Dieu traversant les vitraux toute l'énergie vitale qui fait de lui un apport positif à la communauté, là où les ténèbres de la prison au début du film semblaient le vider. Au passage, Corpus Christi a beau avoir une sacrée gueule comme titre, même si c'est également le nom d'une petite ville d'Alabama, je trouve le titre français supérieur à l'original, pour une fois, parce que il est plus raccord avec le sujet, avec le propos du film. À un moment, tel l'homme qui voulut être roi, le personnage finit par se perdre dans son mensonge, une croyance qui irradiera ses grands yeux bleus hallucinés, et ce sera un étoffement bienvenu, parce que mine de rien, on finissait par oublier qu'on avait affaire à un ex-dollar. Au passage, bis, dites-moi que ça, c'est pas une récréation fonce-dé de la scène. Allez-y, essayez. Non, rien ne sera simple dans la communion, pas même le deuil des familles du village, que l'on prend au départ pour de simples pauvres victimes de la disparition de leurs enfants, mais qui sera réglé brutalement parce qu'osant là aussi se frotter à la noirceur de notre âme. J'aurais aimé un dénouement plus développé, concluant par exemple proprement la très discrète mais très jolie relation avec la fille, mais un film coup de poing appelle à une fin coup de poing, et celui que nous flanque dans la gueule la communion à la fin balaye mon grief avec brio. Après Soul, sous. Préambule d'utilité publique. Dans l'expression alcool joyeux, au moins un des deux mots est une arnaque. Transparence totale d'utilité publique, elle aussi. Je ne suis pas fan de Winterberg. Je me souviens encore, quand j'étais étudiant en cinéma, j'étais de ceux qui détestaient l'esthétique du dogme. Et la deuxième chance que j'ai donnée au gars, il y a 8-9 ans, avec La Chasse, m'avait refroidi par son misérabilisme après un bon départ. En fait, cette troisième chance n'a tenu qu'à une chose, la bande-annonce. Génial. Parce que, entre autres, pas trompeuse. Rare. En quelques mots préliminaires, Drunk est un chef-d'œuvre, interprété par un Mads Mikkelsen comme d'habitude sidérant. Son sujet, l'alcoolisme, aura rarement été aussi puissamment traité, notamment parce qu'il déborde sur une variété de sujets aussi vastes que la dépression de nos protagonistes. Les bienfaits de l'alcool, entre guillemets, sont l'objet de l'essai de Nikolai, collègue du héros, sur lequel la narration est construite. Très bien, c'est simple, pas besoin de plus. Mais le double moteur du film, c'est A. La désastreuse tentative des personnages de rationaliser leur alcoolisme, exprimé via des dialogues toujours super inspirés, parfois hilarants, enfin dans la première partie, parce que la deuxième elle est un chouïa plus pesante, et B. Son propos douloureusement pertinent sur la lassitude de nos sociétés. Nos protagonistes, des gens éduqués, ont la connaissance, mais il leur manque l'énergie de l'exprimer, la passion, et c'est pourquoi ils boivent, pour devenir leur John Keating. Sauf que John Keating n'avait pas besoin de boire, lui. Un personnage du film dit à un moment que ne pas oser, c'est se perdre soi-même.
Peut-être que le défi ultime de la vie, c'est de devenir ce qu'on aspire à être, sans besoin de rien d'autre que soi. Enfin, soi et les amis. Un peu comme Play, Drunk est une très belle peinture d'amitié. Sans ça, de toute façon, le film n'aurait pas marché dramatiquement, et donc le message ne serait pas passé. Après, Drunk a-t-il seulement un message? Wow, c'est bon, d'abord tu te calmes, hein, voilà, tu te calmes, ensuite laisse-moi réfléchir. Ok, c'est bon, j'ai retrouvé le fil. L'alcoolisme cause certes des ravages, mais que dit Winterberg sur l'alcool? C'est vrai, dit-il seulement quelque chose avec par exemple ce final faussement gai et vraiment sublime dont l'arrêt sur image du dernier plan m'a rappelé celui de Thelma et Louise? Le héros renoue-t-il avec son amour de la danse dans un élan positif? Ou bien est-ce sa dernière danse? C'est ambigu. Tout est ambigu dans ce film, de toute façon. Mais plutôt que de voir une facilité dans cette ambiguïté, voyons-y une lucidité qui n'empêche pas le combat. Dans tous les cas, Drunk n'est pas à l'alcool ce que Requiem for a Dream et Trainspotting furent à l'héros. Il faut sauver tous les soldats Ryan. Chef-d'œuvre. De simplicité, entre autres. C'est la guerre, les héros doivent aller d'un point A à un point B. Simple comme bonjour. Le talent fait le reste. Tout le reste. 1917 a beaucoup fait parler de lui pour sa prouesse technique de donner l'impression au spectateur de suivre en temps réel, sans coupe, ses protagonistes 2 heures durant. Et je parle d'impression parce qu'il est en fait bourré de coupes, dont la dissimulation est en plusieurs endroits en soi une prouesse. C'est donc un faux plan séquence, oui, mais tel celui de Birdman, un somptueusement faux. Le film de Sam Mendes, mon préféré de lui depuis Les Sentiers de la Perdition, mais oui, plus que Skyfall, est un spectacle somptueux, à la fois ultra réaliste et ponctué de quelques élans lyriques renversants, comme ce ballet d'ombre sur les ruines d'un village, mais c'est aussi une odyssée d'une puissance dramaturgique renversante, parce qu'encore une fois, on ne se fout pas de ce qui se déroule à l'échelle individuelle, parce qu'on y est rivé aux épaules de ses 2 protagonistes. Parce que le cinéaste a eu l'inspiration de filmer la chose à hauteur d'homme, et ce dès la très intimidante sortie des tranchées. C'est presque un film à la première personne en fait, même s'il a 2 protagonistes. Oui, dès lors, on est happé tout du long par cet incroyable récit de survie où l'homme, peu importe son héroïsme, semble avoir pour constant ennemi l'univers entier, le ciel et la terre s'acharnant contre lui, l'enfer de la guerre. Pas super convaincu au tout début, notamment par les 2 jeunes acteurs auxquels je trouvais un charisme, disons, limité. Je me suis retrouvé 2 heures plus tard à courir mentalement comme un dératé aux côtés d'un d'eux dans une cavale finale héroïque, qui est, j'ose l'avouer, un des moments les plus exaltants que j'ai pu vivre dans une salle de cinéma depuis un bail. Non vraiment, j'ai été saisi, empoigné tout du long par la réalisation de Mendes et la photographie de Dickens. Comme seul le cinéma total peut le faire, j'ai envie de dire. Aussi émotionnellement impliqué que humainement possible, j'ai envie de dire aussi. Un sacré putain d'accomplissement. The King of Staten Island, drame indé Amerloc très mal vendu alors que malgré ses petits défauts comme sa longueur, c'est le meilleur film de Judd Apatow pour moi, fort de sa flagrante dimension biographique, de son éloge du parrainage, avec le père de substitution joué par le génial et très poétiquement incorrect humoriste Bill Burr, et de la performance de Davidson, né pour jouer les rôles d'adolescents fantasques. Un divan à Tunis, épatante excentricité tunisienne, dont la sexy endiable Golshifteh Farahani, avec son regard mi-amusé, mi-mélancolique, et l'humour désopilant m'ont instantanément charmé. Face au divan de sa réalisatrice, je me suis pris plein de fois à penser eh bien c'est super original ça en fait. Et face à l'historique, premier film du duo d'Elépine Carverne auquel j'ai accroché, avec sa maîtrise des comiques de répétition et de gestes, ses références souvent bien senties à notre quotidien de consommateurs perdus, et une Blanche Gardin en roue libre totale, sans que le duo n'ait pour autant édulcoré le côté joyeusement anard de leur cinéma, que je reconnais volontiers. La dernière vie de Simon, petit film fantastique français sous l'influence directe du cinéma US des années 80, passé complètement inaperçu alors qu'il vaut le coup d'œil, ne serait-ce que parce que son héros est un shapeshifter, les gars, un shapeshifter français.
Également pour sa première partie avec les enfants, très inspirée, à laquelle accrocheront pas mal d'amateurs de E.T. et compagnie à mon avis, et pour son dernier acte, qui est un quasi-thriller très aventureux. Enfin, Boss Level, autre inédit en France, et pur hasard, autre coup de jeune au concept de boucle temporelle, un délire d'action non-stop supérieurement ludique, réalisé par le très compétent Joe Carnahan, d'ailleurs assez proche d'un précédent film du gars, Stretch, pour ceux qui l'ont vu. Un film qui pourrait s'appeler Jeux vidéo, le film, tant il embrasse avec jubilation la logique primaire du jeu vidéo classique, où l'on doit battre tout un tas de sous-méchants et développer tout un tas de compétences pour atteindre le bien nommé boss de fin de jeu. Et avec le grand Mel Gibson dans le rôle du dit boss, un Mel très en forme ces temps-ci, en témoigne ce film et le récent désopilant Fat Man. Moi, aimé. Voilà l'ami, c'était mon top 10 de cette année bien pourri. Ah, désolé Claudius, mais si le calendrier des sorties 2020 avait été respecté, les 2 tiers de mon top auraient été des rom-coms et des blockbusters Marvel et des thrillers et des films d'action. Je suis pas un bobo cosmopolite. Je suis pas un bobo cosmopolite. Blague à part, dans le cadre de la réalisation de ce top 10, je me suis efforcé de voir la plupart des films de 2020 encensés par la critique, histoire que mon top ait le plus de sens possible. Aussi, si un des chouchous de la critique n'est pas présent dans ce top, eh bien ce ne sera pas pour rien. Uncut James par exemple, qui m'a plus énervé que captivé, hein. Ou encore Mank de Fincher, que j'ai pourtant voulu adorer, hein. J'ai voulu, mais j'ai pas pu. Oh, et Tenet. Pour finir, j'aurais sans doute mis le très attachant Jojo Rabbit en queue de top si je n'avais pas déjà dédié un vlog entier au film de Waititi. J'avais envie de varier un peu, de donner sa chance à un autre film. Désolé Jojo. Si tu as aimé ce vlog, ce que j'espère sincèrement, n'hésite pas à liker, voire à t'abonner si ce n'est pas encore fait, pour me soutenir dans ma funeste entreprise. Arrête de raconter ma vie. Arrête. Petite edit de la vidéo, bricolée un peu à la dernière minute. Puisque c'est mon premier vlog de l'année, ben, bonne année. Et bonne santé aussi. Et bonne chance.